la paracha de Bo. Alors on y va. Paracha de Bo, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Bo el Paro, va chez Pharaon, qui anich batiet libo, car je lui ai alourdi son cœur, avec lavavadav, le cœur de ses serviteurs. Les man, j'ai dit au total, il est Bekirbo, il faut que je place mes signes, Bekirbo parmi lui. Ulman et sa père. Et ça aussi, ça a servi à ce que vous puissiez raconter. Donc moi j'ai endurci le cœur de Pharaon afin que vous puissiez voir mes miracles, ouais, mais aussi mes signes, mais aussi que tu puisses raconter. Be'ozde bincha, aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha, aux enfants de tes enfants, aux fils de ton fils. Et ta chère halti bemitzraim. Ouais, Rachid dit si halti bemitzraim, je me suis amusé en Égypte. Ouais, je me suis un peu moqué de l'Égypte. Ouais, c'est quoi le jeu d'Hachem? Et tototai shersam tibam, et les signes que j'ai placés en eux, veidartem qui est Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Donc le Torah nous a dit, ouais, que Hachem il a fait des miracles, mais ce sont des otot. Des otot. C'est quoi des otot? Des signes. Ouais. Et il y a les moftim, ce qu'on appelle les miracles, et les otot sont les signes. Alors, juste d'expliquer quels sont les signes d'Hachem. Ouais, à travers les Makot Misraïm, oui. C'est quoi des signes? Mais en vérité, tout ce que vit Paro, en vérité, c'est ce que la Torah nous dit d'expliquer, qu'on vit chacun, en fait. Oui. Que quand on est un peu obtus dans ses idées, on est un peu intéressé. On a expliqué la semaine dernière que l'opiniâtreté, c'est-à-dire l'entêtement de Paro, ouais, il vient des intérêts personnels qu'il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher d'être le roi d'Égypte, il ne veut pas lâcher d'être le dieu du Nil, il ne veut pas lâcher d'avoir des problèmes économiques. Parce que quand il va lâcher l'Israël, il va forcément perdre de l'argent. Il ne veut pas lâcher que de l'éventualité que ça pourrait provoquer dans le peuple, que les gens vont faire des manifs, ils vont faire des choses pour récupérer les Hébreux, ça va, etc., etc. Donc il a un problème économique, social, religieux, parce qu'il est dieu du Nil, oui, et donc tout ça, ça l'empêche de faire des choix. Et plus les intérêts sont profonds, et plus c'est compliqué de dire oui. Comme ça. Qu'est-ce que fait Hachem? Il n'y a pas de problème. On a dit, Hachem il va dire à Moshe, tiens, va voir Pharaon au petit matin. Ouais, elle va à 4h du matin au Nil. Qu'est-ce que tu vas surprendre? Pharaon en train d'aller faire ses petits besoins. Maintenant, Rachid dit pourquoi il allait au petit matin? Parce qu'il fallait surtout pas qu'on sache c'était un homme. Au final, c'était un homme, parce qu'il était pris pour un dieu. Oui. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe au petit matin. Au petit matin. Pourquoi faire? Pour montrer que c'est un homme. Casser le mythe. Casser le mythe. Mais à quoi ça sert de casser le mythe? À quoi ça sert? Hein? Rabaisse, donc c'est pour le faire honte. Oui. Ça c'est ça. C'est ça le hot? Non. J'ai dit comme ça. Tu sais quoi? Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de les libérer? Parce que tu es le dieu du Nil. Mais non, tu n'es pas le dieu du Nil. On a montré que tu n'étais pas le dieu du Nil. On le sait. Dorénavant, c'est révélé que tu n'es pas le dieu du Nil. D'accord. Par qui? Par un homme. Celui qui va te demander de les libérer, il sait pertinemment que tu n'es pas le dieu. Donc qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Donc si tu n'as rien à défendre, tu vas peut-être pouvoir les libérer. Puis encore une fois, qu'est-ce qui t'empêche, tu entends? Qu'est-ce qui t'empêche de les libérer? Parce que tu es du Nil. Mais quand tu es du Nil, tu es parti pris, donc tu peux pas avoir la honte de ta vie. Ce que tu es renvoyé, c'est montrer ta nullité. Mais tu peux pas être nul. Donc, mais pourquoi? Parce que tu es le dieu du Nil. Mais si tu n'es plus le dieu du Nil, on a démasqué monsieur n'est plus le dieu du Nil. Donc qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Rien. C'est ça le hôte. Les hôtes, c'est de dire qu'Hachem, il est subtil. Et donc, dans l'épreuve que tu vis, en fait, elle est là pour inviter à libérer un parti pris qui t'empêcher de faire un choix et qui va dorénavant te permettre de le faire. Ça n'a pas marché, alors on va faire que le Nil va devenir du sang. C'est pas seulement un homme qui le sait dorénavant, c'est le monde entier à travers les Égyptiens qui le sait. Parce qu'il y a un type qui vit par le Nil et qui a un problème fonctionnel, c'est que le Nil qui est de l'eau est censé abreuver ses terres et que là il n'y a pas d'eau, il y a du sang et que ça sent mauvais et que les poissons meurent. La Torah dit que ça puait, ça sentait mauvais, les poissons mouraient et j'imagine que les terres étaient plus arides, elles étaient empoisonnées par le sang. Donc tout ce qui avait fait pousser, ça a dû mourir. Ça va? Maintenant moi je me plains parce que je vais aller voir Pharaon, je suis un agriculteur, je vais aller voir Pharaon et je lui demande de récupérer l'eau qui était dans le Nil et de changer le sang en eau et il voit qu'il est impuissant, il n'y arrive pas. Il va devoir demander à Moshe Rabbeinu de le retirer. Ça veut dire qu'il est impuissant, donc il est démasqué comme étant, aux yeux du monde entier, pas le dieu du Nil. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? Hachem, il libère la conscience des gens, de façon permanente. Donc j'apprends un principe, c'est marqué les otot, pour dire qu'Hachem, quand il envoie une épreuve, c'est pas pour nous embêter, pas pour humilier. Parce que lui, comment il peut le prendre? Il dit, mais Dieu, il m'a humilié. Maintenant que je suis connu au monde entier, reconnu au monde entier que je suis un imposteur. C'est la honte de ma vie. C'est vrai, d'un côté c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Hachem il a fait qu'il a libéré la personne d'un parti pris qui au départ en empêchait de faire un choix. Ça va? Ça veut dire que dans ta tête,
Que par rapport au parti pris. Dans ta tête, regarde, dans la tête de Paro. D'un côté, tu as des gens qui sont esclaves à jamais, et que lui jamais il lâchera, donc ils vont être esclaves à jamais. Des gens qui n'auront jamais le droit d'être libres. Des gens qui verront leurs enfants mourir devant eux, ou bien eux-mêmes devront mourir devant leurs enfants, parce que la souffrance elle tue. Qu'on va devoir montrer aux gens qu'on peut mettre des enfants dans des pyramides ou dans des maisons pour ne pas avoir le temps de faire des briques, alors on va mettre des enfants à la place. Le type il va vivre ça. Ça va? D'un autre côté, moi j'ai mon petit cavode. Moi je suis un homme tout seul, mon petit cavode. Je suis le roi du Nil, le roi d'Égypte, le dieu du Nil. Et d'un côté il y a de la souffrance, d'un côté moi il y a mon cavode. Oh, d'accord? Et pour mon honneur à moi, et que je n'ai pas envie de perdre cet honneur, ni de perdre le principe que je suis roi, autant que de perdre de l'argent, alors je vais accepter qu'il souffre, qu'il meure pour ne pas perdre du cavode. C'est logique ça? Non. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire abstraction de mon cavode pour laisser vivre. Ah, mais quand tu fais abstraction, tu vas perdre. Un, tu perds de l'argent. Un, tu perds ton honneur. Deux, tu perds le prestige. On va faire des manifestations à la rue. Peu importe, parce que je suis seul contre des millions. Il faut repartir dans la conscience que je suis seul. En vérité, si j'avais dit, écoute, c'est pas grave. Laisse tomber mon cavode, l'essentiel c'est qu'il vive. L'essentiel soit libre, j'aurais pas besoin d'être la terre. Donc qu'est-ce que fait Hachem en fait? Il fait que tout ce qui fait obstacle à ça, on va l'enlever. Petit à petit. Ton cavode, ton machin. Donc c'est une manière. Est-ce qu'Hachem il lui peut faire pas un précède qu'il aurait dû faire depuis le départ? Seulement comme monsieur est têtu, au final il va voir que sa terre va être détruite, il ne restera plus rien. Au final il va dire, bah écoutez, partez. Mais c'est dommage qu'il ait dû attendre de tout perdre pour arriver à comprendre ça. Mais ce qu'Hachem il n'a pas fait perdre l'argent. C'est pas qu'il dit, tiens, tu m'as fait ce coup-là, c'est moi qui vais te montrer qui est le chef ici. Tu vois? C'est pas ça qu'il a fait Hachem, vous avez compris? C'est qu'Hachem il a permis à Paro de faire un choix. Ça, ce sont des signes. Non, tu peux mal le comprendre, ça dépend de tes midotes. Ou tu peux bien le comprendre, ça dépend de tes midotes. Si un homme, il supporte pas Hachem, il va dire, il m'a fait la honte de ma vie, il m'a fait honte devant tout le monde, voilà, tu vois. Ou bien qu'il va comprendre que ça a été fait pour libérer une conscience. D'accord. Donc il a fait perdre, il faut lui faire comprendre. Voilà. Qu'en vérité, il aurait dû accepter de perdre au départ. Tu dois accepter des fois dans ta vie de perdre pour ne pas faire perdre plus pire que les autres. C'est comme une épreuve, quoi. C'est accepter l'épreuve. Mais c'est ça le pshat des makotes. C'est ça le pshat des makotes. Et ces makotes, elles sont vraies pour Pharaon, elles sont vraies pour nous. Tous, tout le monde. Ça va? Il faut comprendre un message derrière. Ce sont des signes. D'accord? Maintenant. Après, il y a marqué, mais ça, c'est l'intérêt que tu racontes à tes enfants cette chose. C'est quoi le jeu d'Hachem? Peut-être le pshat du jeu. C'est comme quand on est à l'école. On sait qu'un type, il veut garder son jouet. Ou il veut garder son truc. On vient, on lui pique son cartable, on lui pique son truc, il commence à crier, machin. Mais c'est un jeu en fait, on s'amuse. Parce que tu sais que le type il tient ce qu'il a, et quand tu lui enlèves, il va crier. Ouais, c'est ça, tu vois. Ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on voulait montrer que c'est stupide. Ça va? Ok. Maintenant, la Torah nous dit, tu sais quoi? Dorénavant, cette histoire, tu vas la raconter à tes enfants. Maintenant, il y a plusieurs choses que je veux comprendre. Pourquoi la Torah, elle a choisi un moyen de communication qui est la parole? Ça va? Tu vas devoir dorénavant raconter la sortie d'Égypte à tes enfants. Ça va? Tu vas raconter tout ce qui s'est passé. Et Asher l'Altima Mitzrayim, tout ce qu'Hachem il a voulu montrer comme Otot, le jeu d'Hachem, tout ça, tu vas le montrer. Ça va? Et tu vas le raconter. Pas tu vas le montrer, tu vas le dire à tes enfants, mais tu vas le dire aux oreilles. D'abord, comme c'est qu'on est capable de raconter autre chose qu'aux oreilles des enfants. Mais comme l'expression française est connue, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Pourquoi la Torah dit? C'est marrant qu'en français on ait pris la même expression. Ça rentre dans l'oreille, ça sort de l'autre. Ouais, on dit pas ça rentre dans ta tête, ça sort de l'autre côté. Non, on a dit l'oreille. Comme si que ça passé par un membre qui s'appelle l'oreille. La Torah dit tu raconteras l'oreille de tes enfants, mais assure-toi que ça ne va pas sortir de l'oreille. Ouais. Ça veut dire que comment je vais réussir à parler à un enfant et le convaincre de ne pas sortir de cette oreille? Ça c'est comment je vais raconter à mes enfants de façon à ce que l'histoire elle puisse rester dans son oreille et que tous les enseignements ils puissent ne pas sortir. C'est un problème que j'ai moi de raconter. Donc tu la raconteras d'abord. Pourquoi la communication par la bouche à l'oreille et pas, comme c'est marqué dans la Torah, dans Kriyat Shema, on dit l'otatour acharé. Ça veut dire qu'il y a une autre manière de communiquer. C'est que tu vas ressentir et tu vas voir, ou tu vas voir et ressentir. Ça va? C'est une autre manière de sentir. Il y a où ça passe par les sentiments, ou ça passe par la parole. La Torah dit laisse tomber les sentiments, on va utiliser la parole. Tu vas dire à tes enfants, tu vas raconter à tes enfants. C'est quoi la différence entre voir et entendre? Ouais, quand je vois quelque chose, je gagne quelque chose et je perds quelque chose. Quand vous voyez, je vous raconte la sortie d'Égypte et je vous montre le film des 10 commandements. Quand tu vois le film des commandements, t'es baba devant les effets spéciaux, la mer qui s'ouvre, tu t'imagines être dedans, ça va? Si c'est très bien fait, tu vis différemment les choses que si on te les raconte. Oui, non. Donc tu as l'avantage de ressentir. Et le désavantage, c'est quoi le désavantage? Le désavantage, c'est que tu ne penses pas. Écoutez-moi bien.
C'est quoi la pensée finalement? Écoutez, on a souvent expliqué dans les cours, on a dit, quand je parle, je dis quelque chose, j'espère que vous allez voir quelque chose. Comprendre, c'est voir. Quand tu dis, je ne vois pas ce que tu veux dire, je n'arrive pas à mettre une image dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut savoir au départ que votre cerveau, tout le monde, il est dans la compréhension imaginaire. Ouais. Quand on a dit, attends, il n'a pas pris un cours de maths, j'ai rien compris, il a dit une équation, j'ai rien compris, c'est trop abstrait. Je dis, un exemple, je vais mettre en image. Tu vois bien que l'exemple, l'image, elle rattrape l'abstraction. Donc ça veut dire que ton cerveau devrait normalement avoir vu, mais comme il n'est pas outillé pour faire, alors je te montre une image. Mais en vérité, le but de la pensée, c'est l'image. Le but de la pensée, c'est mettre en image. Et mieux tu mets l'image claire, plus tu comprends. Tu vois? Plus ta capacité mentale est capable de mettre une image claire, plus tu es capable d'une image claire et large. Et puis je dis, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et quand c'est flou, on dit que c'est flou, c'est pas net, c'est pas machin, c'est que l'image, elle n'est pas claire. Ça va? Voilà. Donc la pensée, le but de la pensée, c'est quoi? C'est l'image. Mais si je te mets l'image, qui est le but de la pensée, est-ce que tu as besoin de penser maintenant? Mais non. C'est pour ça que c'est un danger l'image. Parce que quand tu vois, tu sais. T'as pas réfléchi. Mais c'est pas grave, j'ai ressenti. Mais est-ce que ce que tu ressens est juste? Je sais pas. C'est ça le danger de l'image. L'avantage de l'image, c'est l'émotion que ça crée, qui n'est pas dans la parole. Quand tu parles aux gens, ils ne voient pas tout ce que tu racontes. Et ce qu'ils voient maximum, c'est ce qu'ils imaginent. Donc l'émotionnel, elle dépend de la personne qui entend. Ou bien de la personne qui raconte. Elle raconte tellement bien, elle dit, comme si j'avais vu, tu vois. Voilà. Il y a un. C'est un peu comme un bouquin, des fois on est pris Exactement. par un livre. Exactement. Mais ça dépend. Donc le génie de l'auteur, c'est d'arriver à te faire ressentir par des mots, ce qui est compliqué. Quand tu vois une image, c'est simple. Si je te fais un effet spécial, On crée des images quand on y arrive. Bien sûr, bien sûr. Quand tu t'imagines, tu lis des mots, il y a des émotions dans les mots, le type il t'a mis des émotions particulières qui t'ont permis de voir. Okay. Maintenant, il est marqué dans la Torah, Ubetorato, Yehege, Yomam, Valaila. Ça veut dire quoi, Yehege? Ubetorato, Yehege, Yomam, Valaila. Ubetorato, dans sa Torah, Yehege. Hein? Non, pas Gehe. Yehege, il va raconter, il va dire, Yomam, il va parler de ça, Yehege, Yomam, Valaila, le jour et la nuit. Mais le mot Hege, il vient du mot Higayon. Le Higayon, c'est quoi le Higayon? C'est le cerveau. Ouais? Tu vas parler et tu vas développer ton cerveau. Ça veut dire que tu vas mettre en pratique de façon, tu vas maîtriser ton cerveau et tu vas restructurer ta pensée parce que tu vas parler. Et tu vas entendre. Maintenant, écoutez bien. Vous savez pourquoi on ne voit pas ce qu'on dit? Quand tu parles, les ondes, tu ne les vois pas. Parce qu'Hachem, il ne voulait pas qu'on voit quelque chose. D'accord? Il voulait que tu sois capable de, sans rien voir, d'imaginer ce qui a été dit par des paroles. On voulait de la neutralité, de l'objectivité dans le discours. Ça va? De cette manière, à force de répéter des discours et des paroles et des pensées et tout ça, qu'est-ce que tu gagnes? Alors je vais vous expliquer ce qu'on gagne. Une fois, quelqu'un m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'il était dans une école goy. J'étais en Israël à l'époque, il m'a raconté, c'était un éducateur. Il m'a dit, je partais dans une école goy. Et je suis rentré dans la classe de l'école, voilà, je suis rentré dans la classe, et j'étais devant le bureau, et j'aurais dit, voilà, je vais vous poser une question, messieurs, et je vais vous demander de me répondre subitement à la question que je vous pose. Ils ont dit, d'accord. Il dit, dites-moi ce que j'ai derrière moi. Et répondez-moi subitement sans réfléchir. Ils ont dit le tableau, le mur, la chaise. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Après, j'étais dans une école où on apprend la Torah. Je leur ai posé la question. Je leur ai demandé, dites-moi subitement ce que vous... répondez-moi subitement à la question que je vais vous poser, sans réfléchir. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Ils ont dit, on ne peut pas vous répondre, vous cachez. Il a dit, vous avez 30 ans d'expérience. Les uns, ils ont répondu par l'image. Les autres, ils ont répondu rigoureusement à ce qui a été dit. Quand tu t'habitues à réfléchir de façon rigoureuse, il a dit qu'est-ce que j'ai derrière moi? Rigoureusement, moi j'ai pas des yeux pour voir derrière toi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas. Donc j'ai dit honnêtement et rigoureusement, je ne sais pas. Tu caches ce que tu dis, ce que tu caches derrière toi. Tu dis bah si c'est pas physique, c'est spirituel ou c'est mental ou c'est. Il dit bah c'est qu'est-ce que j'ai derrière moi? Il a voulu sous-entendre qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est derrière moi dans ma vie spirituelle. Alors il dit bah l'expérience. Vous avez vu, quand tu apprends aux gens à voir par image, ils vont te répondre des images. Quand tu apprends aux gens à réfléchir, ils vont te répondre des réflexions. Ça veut dire que c'est structurel. La Torah Tessaper Be'ozeh Bincha. C'est fondamental ce qu'on dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut avoir la capacité à juger les choses. Et si tu ne sais pas réfléchir, si tu dis à mes enfants, moi je leur mets la connaissance, c'est-à-dire un bord de connaissance. De toute façon, il pourra le faire sans toi, de toute façon. Il n'y a pas besoin de toi, ça. Par contre, si tu l'apprends à penser,
Ça, personne d'autre que toi peut lui apprendre. Maintenant qu'il sait penser, il sait analyser, il sait juger, il sait oui accepter ou refuser, il sait faire tout ça. Il n'est pas absorbé par une image ou par un intérêt physique qui va le faire, qu'il va se faire avoir dans sa vie. Tu vois? Il est capable de voir et de concevoir. Est-ce qu'il y a un rapport avec les écoutes, le fait de voir qui est marqué Qu'est-ce que ça perd? On te dit à tes enfants, on a dit raconte. Maintenant, ils voient rien, tes gosses. Il n'y a rien dans ton parole. Tout est dans l'imagination. Tout est dans la compréhension. Tu habitues tes enfants à utiliser leur cerveau. Mais non. Quand on lit la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on demande? La première chose qu'on demande à nos enfants, c'est quoi? Tu demandes à tes enfants quoi? De raconter. Non, on ne demande pas de raconter, non. On leur demande quoi? Manishtana. Manishtana. C'est quoi Manishtana? Manishtana la ilazé mikolelot. Manishtana, ça veut dire quoi? Quelle est la différence? Manishtana. Qu'est-ce qu'elle change la fête là avec ce truc? C'est quoi ça? C'est une question. Pourquoi on démarre par une question? Je comprends pas. Il fallait pas démarrer par la question. Tu dis Manishtana ilazé. Mais non, il fallait commencer à dire je vais vous asseyez-vous, installez-vous, prenez des bonbons, je vais vous raconter la sortie d'Égypte. Non, on va démarrer par une question. Pourquoi c'est fondamental? Pourquoi il fallait démarrer par la question? Comme on dit par exemple, on dit, la Gemara dit, on commence Big Night, on commence les sorties d'Égypte en racontant Big Night. Big Night, ça veut dire on raconte ce qui était désobligeant, Gnaï, honteux. On était quoi? On était Avadim, on raconte, on était Avadim, on a travaillé la terre, on a fait du bitume, on a fait des prix, on avait... Ouais, on matrie le Big Night, mais on est Gomer, on finit Bishvar, en disant, au Rachem, on est sorti d'Égypte. Pourquoi il y a ce système de Gnaï Jvar? Ça veut dire, tu pars de plus bas au plus haut. Comme si que nous, quand on fêtait le 14 juillet, qui est la fête de la Révolution française, ouais, on dit pas, vous savez quoi, on était des gens qui étaient des gens en prison carrément. Il y avait la Bastille, c'était une prison la Bastille, ouais. Et en 1789, on a fait une véritable révolution, on était assujettés à la royauté, il y avait Marie-Antoinette, machin, et madame, elle avait fait des décrets, madame, elle s'habillait bien, c'est classe, elle dépensait des millions, elle avait 4000 servantes qui s'occupaient d'elle, et tout le fric d'où elle avait l'argent, à cause des impôts, et nous on crevait la dalle, on n'avait pas de quoi manger, et madame, elle se truc, oh, il y en a marre, on est dans la marre d'être assujettis aux gens, on a fait la révolution française, on a fait la constitution, on a fait les lois de l'homme, et machin, voilà, on a démarré un truc nouveau, ça va? Mais là, tu crois qu'on parle de ça le 14 juillet? Mais pas du tout. On fait les feux d'artifice, rendez-vous à la Bastille, rendez-vous aux Champs-Élysées, Champ de Mars, on fait les feux d'artifice à minuit. Tu crois que les gens ils parlent de Gdaï, ils disent que les Jvar, que voilà, bon, la fête. Pourquoi on ne fait pas comme ça, nous? Pourquoi à Pessah, on ne nous rappelle pas, on dit pas, on va faire la fête de la sortie d'Égypte, la fête de la joie de la liberté? Non, on ne fait pas la joie de la liberté, on pose un problème. On pose un problème, on dit, rappelle-toi que tu étais un esclave. Mais pourquoi me rappeler des choses qui sont désagréables? Pourquoi la question? Pourquoi le problème? Pourquoi faire? Alors écoutez bien, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de gnaï, il n'y a pas de jvar. Tu comprends? Il n'y a pas de conscience de liberté s'il n'y a pas un manque de liberté. Il n'y a pas une conscience de réponse s'il n'y a pas une question. Par exemple, si je vous donne des réponses, vous dire ok, super, et alors? Tu vois? Je dis, je vous dis, ça va des malades, et je vous donne une réponse de fou furieux. Ouais? Mais si on donne une question, on peut ne pas être satisfait de la réponse. C'est vrai, mais c'est fondamental la question. Alors je vais t'expliquer pourquoi je suis écoute bien. Si je donne des réponses sans que tu aies de questions, tu vas me dire, mais ok, j'ai compris, mais à quoi ça sert? Et à quoi ça vient répondre? Par contre, si je te dis, voilà, je te pose une question, et je te dis, on se retrouve dans une semaine. Ça va? Non, tu vas gamberger la question. Tu sais, des fois, tu vas peut-être pas dormir la nuit même. Tu vas être en souffrance parce que tu comprends pas, ou tu trouves pas de solution. Après, on se retrouve une semaine plus tard, on dit, ah, t'as réfléchi? Ouais, écoute, j'ai des cernes comme ça, j'arrive pas à dormir et tout. Je dis, écoute, voilà, on a réfléchi ensemble, on a trouvé une réponse. Ah bon, laquelle, quoi, mais quoi, dis-moi quoi? Et je dis la réponse. Et tu vois que ça répond à tout ce que tu as pensé, tu dis, mais c'est un truc de malade. Oui, non. Oui. Maintenant, ce soulagement que tu as, il est corporel autant qu'intellectuel. Maintenant, tu vas l'oublier la réponse? Non. Elle est marquée à vie. Ça veut dire que sans la question, sans poser la question, ouais, il n'y a pas de darat. Je peux remettre, si elle ne me satisfait pas, ça c'est dans le cas A qu'elle me satisfait, dans le cas B elle ne me satisfait pas, et là je remets... Tu sauras que la réponse est ça va suffisant. Tu le sauras. Non, je peux même remettre en question ce qui était naturel pour moi. J'ai pas compris. Par exemple, si je te donne des réponses sans question, tu ne sauras pas que la réponse est bidon. Par contre, si tu as la question, tu sauras que la réponse, elle ne correspond pas à la réponse, et là ça marche pas, je suis pas content, je suis pas satisfait de la réponse. Tu vois? Mais c'est parce que tu as la question que la réponse n'est pas contentée. Tu as été à la yeshiva, tu as entendu des pipoulim, des machins de folie. Mais non, tu as attendu à une qualité de réponse, oui, qui fait que quand on va te donner un petit route, une réponse au moment, tu diras, bah, c'est pas ça. D'où tu sais? Parce que c'est pas comme j'ai entendu un jour.
Tu vois, que la qualité de réponse permet d'évaluer la réponse et aussi d'estimer que la réponse n'est pas équivalente à la question, à la hauteur de la question. C'est fondamental. C'est-à-dire que ton degré de compréhension, il est de telle qualité que ça ne te contente pas. Et il y a sûrement autre chose, il faut trouver autre chose, tu vois. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'éducation? C'est-à-dire quoi? Mais c'est fondamental, c'est fondamental. Ça veut dire que dans ta vie, si tu n'as pas de question dans ta vie, tu n'as pas de dimension. Et d'où tu sais ça? Parce que la Torah te demande de raconter la sortie d'Égypte. Ça veut dire de raconter, ouais, à travers questions-réponses, tu vois. On dit pourquoi on mange du marron, il n'y a que des questions. On va prendre le plateau, on va l'enlever pour interroger les enfants. On mange du carpas, ça sert à rien. Pourquoi tu manges du carpas? Ben, je sais pas. Mais si, parce que c'est pas normal qu'on ait fait qui douche, on mange des salades. C'est juste pour poser la question. Que l'interrogation fait partie de l'essence de la pensée. Et le fait de dire qu'à un moment donné, c'est pas l'apprentissage par l'image. Ouais. Attends, j'arrive après, tu vas comprendre déjà. Déjà que je t'explique pourquoi la Torah a choisi le Sipour. D'abord. C'est question. Sipour, c'est question. Hein? Sipour, c'est quoi? Parce que un Sipour, c'est un récit. On va te raconter quelque chose. Mais toi, tu vas t'interroger, tu dis, mais, par exemple, je vais te dire, on mange des matzot. Ça va? Pourquoi on mange des matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps en sortie d'Égypte, ils sont partis très vite et... Ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Bon. C'est une mitzvah ou pas? Est-ce que tu te rends compte de cette folie-là? Tu sais pourquoi on mange des matzot? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Ouais, c'est nul, quoi, c'est ça. Tu sais quoi? Le type il sort d'Égypte, attends. Le type il sort d'Égypte, il court comme un malade et tout avec sa femme. Et après il se retourne et fait, hé, les khalot, alors? Moi j'ai pris seulement des pressés, je peux manger des matzot. C'est pour nous rappeler. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Oui. C'est comme tout quoi? de choses qu'on fait. Malheureusement, malheureusement. On mange la souka parce qu'il est protégé par un nuage en haut et on va dire. Mais est-ce que tu comprends quelque chose? C'est un siman. Attends, Achim, t'es plus un gosse. D'accord? Il y a quand même. La Torah, c'est le Hémet, c'est profond, pas? Ouais. Donc il faut arrêter d'être léger. Donc il faut poser des questions. T'as compris? Parce que ta réponse. Mais oui, parce que si tu comprends pas. Attends, écoute-moi bien. Attends, est-ce que tu mets des gâteaux à table le Shabbat? Oui. Moi j'adore. Khazak. Eh ben t'es Khaïf Karet à Pessah. Khaïf Karet, c'est comme si tu transcris pour. Tu comprends quelque chose ou pas? Si tu poses pas de questions, bah tu vas être un idiot. Il y a marqué Venir Chet à la paracha de semaine. Venir Chet à Nefeshaim Israël, celui qui mange du Khametz à Pessah, Khaïf Karet. D'accord. On mange des galettes à Pessah. Okay. On connaît la raison, parce qu'ils ont pas eu le temps, ça n'a pas compris. Mais attends, ça te contente? Ah bon, ça te contente? Non, mais c'est la raison de base, après il y a des explications. Ah dis-moi, je sais pas, moi je veux une question. Moi je veux une réponse. J'ai dû en étudier quelques-unes, mais je me rappelle de rien. Eh ben c'est dommage, parce que ça veut dire que il faut que ça te parle. Attends, je t'explique un truc. Si c'est une mitzvah, quelque part ça doit rester en l'ami dans ta tête. Donc ça veut dire que la préoccupation de l'imoun. D'accord, et pour ça il faut étudier un peu. Mais non, mais simplement, si t'as pas de questions dans ta vie, tu peux vivre toute ta vie comme ça. C'est ce qui va se passer, qu'à la fin tu vas saturer autant que tes gosses vont saturer. Ah, c'est toujours pareil, machin. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Parce que justement, on n'a pas habitué l'enfant au départ à être critique, à réfléchir. Quand tu étudies la Gemara, t'as vu Tosfot qui pose comme couchotte? T'as vu, Tosfot il s'amuse pas, hein? Ça marche pas, mais la Gemara dans Babakama, il se tire, et il me dit comme ça, bah, je te dis, c'est pas possible, Tosfot il t'éclate la tête. Mais prends, attends, faut t'amis, attends, gentil. Mais ça n'existe pas ça, c'est faux, vous avez compris? Ça veut dire que départ, si t'as pas de couche, t'as pas de dimension, ça veut dire qu'Hachem il est petit. C'est même limite Rilou Hachem, t'as compris? Tu vois? Attends, le monde est complexe? Oui. Ouais. Et Hachem est complexe? Oui, non. Et la Torah, donc elle est simple? Non. Tu rêves ou quoi là? Mais voilà, c'est complexe, donc ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du simplicisme. Il faut arrêter de faire simple, il faut arrêter de faire du simple. Oui, voilà. Mais il faut que les choses soient posées et elles soient comprises. Donc il faut qu'on s'interroge. On ne peut pas accepter des choses comme ça, simplement comme ça. Donc pourquoi on fait les matzot? Après je te dirai, c'est pas grave, mais c'est pas ça le sujet. D'accord. Maintenant, c'est juste d'expliquer qu'il y a un mécanisme de question-réponse. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que la sensibilité, elle passe par la question et elle passe par la réponse. C'est-à-dire que si tu veux marquer la personne, si tu veux structurer la tête des gens, il faut qu'il y ait un mécanisme de question-réponse. Ouais. Toujours le même. Mon téléphone est déjà l'air. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, c'est objectif, c'est-à-dire que dans l'objectivité du rapport, à la personne, on veut construire la tête des gens. Voilà. Maintenant, quelque part, entre nous. D'un côté, imaginez-vous, on est tous parents. Ouais. Bon. Dites-moi, comment vous traduisez cette attitude chez vous? Adulte, enfant, dites-moi. Un type, il dit, Moshe dit, écoutez, il faut libérer les pays d'Israël, ils sont esclaves en Égypte déjà 210 ans, ils ont le droit de retrouver leur liberté, en plus ils doivent recevoir la Torah, Hachem a décidé qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Il dit non, je les garde.
Et après, on est obligé d'envoyer ma code pour qu'il lâche prise, il veut pas, il dit oui, après non, après oui, après non. Comment vous le qualifiez, cette personne? D'un côté, il veut garder des gens pour son intérêt personnel. Mais d'un côté, ces gens, ils souffrent d'être esclaves. Ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. C'est effroyable. D'accord? Et moi, je dis non, vous avez laissé des esclaves, je garde pour moi, en sachant que derrière, il y a une souffrance énorme. C'est un comportement d'adulte ou d'enfant, regardez. Un comportement d'adulte ou d'enfant. D'enfant. Mais moi, je résume en disant, quand on fait une avéra, est-ce qu'on n'est pas des gamins? Réfléchissez 2 secondes. Quand un homme, il fait une avéra, est-ce qu'il n'est pas un enfant? Si. Tu dis, tu vas gagner quelque chose sur l'instant T, mais tu vas perdre. Est-ce que vous connaissez, dites-moi, une avéra où on gagne quelque chose à long terme? Non. À long terme, une avéra à long terme. Non. Donc tu vois bien que ça n'a pas d'avenir. Donc quand tu réfléchis, un adulte il réfléchit, il dit je vais pas le faire parce que je sais que je vais perdre un jour. C'est dommage. Il vaut mieux faire des choses que tu vas gagner tout le temps que de perdre un jour. Ça va? Et tu vas perdre grave. Donc quand la Torah elle interdit quelque chose, c'est pas pour dire allez je t'interdis et je t'enferme. C'est pour te dire que ça n'a pas d'avenir. Ok. Donc quand je suis un adulte, je suis conscient de ce que je vais gagner, mais également de ce que je risque de perdre. Et ça j'ai pas envie. Donc je suis un adulte, je suis grand, ma tête elle est claire et je fais pas. Ça va? Ok. Donc ça veut dire qu'en vérité quelque part, si je fais des avérotes, est-ce qu'il n'y a pas mon cerveau? Il a un cerveau de roi. Voilà, Paro c'est un roi. Mais est-ce que son gouffre c'est pas un enfant? Est-ce que son cœur c'est pas un enfant? Un Paro. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas si on peut définir ça comme un enfant. T'as compris ce que j'ai dit? J'ai dit simplement que c'est une attitude d'adulte ce qu'il a. Est-ce qu'un homme responsable, un homme qui est dans l'intérêt de l'autre, il va faire un truc pareil? Ou comme un gamin, tu lui enlèves son jouet, il va pleurer, il va dire tu tapes dessus, il va lâcher oui, après il va le reprendre. C'est quoi? C'est un enfant, c'est un enfant. Quand je dis enfant, ça veut dire un homme responsable, il voit les conséquences de ce qu'il est en train de faire, il dit mais je suis pas plausible. Je vais te dire autrement. D'un côté, tu gagnes du kavod, parce que tu as des esclaves à ton service. Tu gagnes de l'argent parce que tu les payes pas. Ça va? Tu as une renommée. Tu es l'homme le plus riche du monde, etc. Donc c'est fort. Mais d'un autre côté, ces gens meurent. Tous les coups. Ça va? Est-ce que ça vaut le coup de tuer des gens parce que je veux garder mon kavod? Ou je lâche mon kavod et je laisse vivre des gens? Qu'est-ce que tu fais toi? Mais on n'est pas sur cette réflexion. Je te pose la question, réponds-moi. Dans la logique des choses. Dans la logique des choses, j'arrête de tuer les gens. C'est ça un adulte. Mais c'est C'est ça un adulte. De dire mais moi le kavod, mais je m'en fous, mais ils vont vivre. C'est ça l'adulte. Mais tu vois qu'il tient tête. Donc il est un adulte ou un enfant? Non, son cerveau il est adulte. Il va réfléchir comment il va rester un enfant. Non, Mais c'est ça le chat. Il va réfléchir comment il... Je vais t'inventer un truc. Avant d'être traqué malo, ouais, on va s'ingénuer. Comme ça au final quoi, je vais rester un enfant. Mais d'accord, mais juste. J'utilise mon intelligence au service de mon enfant. plaît. Mais c'est assourd ça. T'as compris pas? Mais là, écoute-moi bien. Tu sais pourquoi t'as la mitzvah d'apprendre à tes enfants le Sipur Israël? C'est pourquoi? Parce que si tu sais parler à tes enfants et convaincre tes enfants, tu pourras convaincre l'enfant qui est en toi. T'entends ça? T'entends ça? Que si tu sais parler à tes gosses et que le gosse il dit papa t'as raison, tu sais parler à un enfant, tu sauras parler à l'enfant qui est en toi. Le type qui va se planter. Mais bien sûr. Parce que quand tu réfléchis, quand tu vois mais quand tu vois des gens ils font des bêtises, c'est vraiment des gamins. Tu entends pas? Rahim, tu dis vraiment c'est des gamins, vraiment des gamins. Qui étaient à son âge, fait des bêtises pareilles. C'est pas une question de gamin là, c'est une question de mal. Quand on tue des gens, etc. Pour moi c'est pas. C'est de l'enfantillage, Comme on le dit, pour s'intéresser personne, c'est un gamin, c'est un enfant qui pense comme ça. Voilà. Donc je veux dire que quelque part il y a un problème d'enfantillage, un problème de manque de raisonnement. Tu vois? C'est pour ça que tu comprends que quand un homme il arrive à convaincre ses enfants, il est capable de parler à l'enfant qui est en lui. Quel est d'Arba béni du Torah? Peut-être le pshat, c'est pas qu'on va s'adresser, parce que la Gemara ne dit pas comme ça, la Gemara dit que si un homme il a des enfants, il demande à ses enfants Manishtana. Et s'il n'a pas d'enfant, à qui demande? S'il n'a pas d'enfant, il demande à qui? La Gemara dans Psachim. À qui demande? S'il n'a pas d'enfant, il demande à sa femme, Khazak. Et s'il n'a pas de femme? Il demande. Non, la Gemara dit qu'il a son. Même de Talmid Chachamim, il va prendre un autre Talmid Chacham comme lui, un Talmid Chacham comme lui, il va lui demander dis-moi Manishtana. Mais attends, je sais pas comment mais qu'est-ce que tu vas répondre au Talmid Chacham qui connaît toute la Torah? À quoi ça sert? Ça a 2 conséquences pour moi. 1. Que la réponse l'année dernière ne sera jamais la réponse d'aujourd'hui. La question est la même. Tu demandes à un enfant, dis-moi, raconte-moi Pessar, Diaman Ishtana, un enfant de 5 ans, il va te répondre. Un enfant de 7 ans, il va te répondre une réponse. Un enfant de 10 ans, une réponse. 15 ans, une réponse. 20 ans, une réponse. 30 ans, une réponse. 40 ans, 50 ans, 70 ans. La réponse est différente. Ça veut dire que la réponse, elle est tout le temps différente. La question est commune à chacun. Mais quand je te demande Manishtana, je ne demande pas. L'intérêt de la question, c'est de dégager quelque chose. Tu vois? Voilà, je veux entendre quelque chose qui soit intelligible et qui fait partie de ta chorma. Voilà, dis-moi quelque chose. Eh bien, un enfant de 20 ans, il va pas dire un enfant un type de 50 ans. Mais les avérotes, comme quoi derrière, les avérotes, effectivement, il n'y a aucun intérêt dans le long terme, etc. Ça, je suis d'accord. Mais étudier, c'est top.
Mais dans l'éducation, et je parle même nous, quand on fait des avérotes, etc., il y a un intérêt. C'est pour ça qu'on le fait. On a un plaisir, on y trouve un intérêt. Toujours, mais heureusement, toujours c'est comme ça. Oui, mais toujours c'est comme ça. Comment, Mais c'est ce que je t'expliquais. Je t'explique bien. Si tu as un cerveau, écoute-moi bien, c'est pour ça qu'il faut absolument développer son cerveau. Ton cerveau, il ne va pas te servir à réaliser ce que tu as envie, forcément. Ton cerveau, c'est pas une machine qui accomplit tout ce que ton désir a besoin de réaliser. Il faut bien que mon cerveau il le réalise, parce que mon corps il est comme ça. Alors, il me faut que mon cerveau il va dire à mon bras, bouge ton bras, fais ça, donc mon cerveau il coordonne, ça va? Mais ton cerveau il n'est pas fait simplement pour faire ce que ton cœur a envie. Il est fait aussi à analyser est-ce que ton cœur, ce qui te dit, est-ce que tu vas le faire ou pas? D'accord, mais pardon. Écoute-moi bien. Si tu es capable, avec objectivité, pour ça qu'on ne doit pas faire d'image. Je suis d'accord entre l'objectivité et la réalité de tous les jours. Je prends quelqu'un, par exemple, qui mange et qui a l'habitude de manger, il sait que c'est pas bon pour sa santé, il sait qu'il peut... Parce que le désir est plus fort que la raison. D'accord. Donc la raison n'est pas assez forte. Ben, renforce ta raison en la rendant émotionnelle. Mais ça, je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est pas pour autant c'est pas pour autant derrière que ok, c'est un comportement peut-être d'enfant ou d'immaturité ou de par exemple si je dis que c'est gosse de faire ça. Attends, un type il mange trop par exemple, il tombe malade ou pas? Mais c'est un gamin le type. Parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes cardiovasculaires, prendre des machins, il risque de tomber malade, il risque de tomber, de se chuter, de faire mal, il risque de ne pas avoir le souffle. Mais tous les êtres humains, que ce soit la bouffe ou autre chose, on a tous un c'est pour ça que je te dis encore une fois, t'es pas obligé de faire tout ce que tu as envie. D'accord. Donc dans ta tête, si ton cerveau il est clair, il est fort ton cerveau, il reçoit une information, tiens, va fumer. On a des faiblesses, donc on n'est pas non plus humain. Le cours, c'est pas humain, on n'est pas. Moi, le cours, c'est pas de dire, tu sais, qu'on est des abrutis, des fois on se bourre, des fois machin, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt d'expliquer, c'est que tu vas raconter à tes enfants pourquoi faire, pour arriver à structurer tes gosses. Le chinour, pour moi, l'éducation des enfants, c'est pas d'informer les enfants. C'est d'arriver à ce qu'ils aient un cerveau un jour. Tu as compris? Un cerveau un jour. Que toi, l'intérêt, ce que tu vas leur apprendre, ils pourront l'apprendre dans les livres, il n'y a pas de problème. Ce que tu dois enseigner à tes enfants, c'est de leur apprendre à réfléchir, s'interroger, être curieux, ne pas tout gober, ne pas machin, parce que demain, il va avoir une Goya de malade mental, une belle Goya, il va dire, mais belle image. Après il dit, mais attends, t'es un raciste ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Et le type, il va être prisonnier de son désir. Il ne pourra pas réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à réfléchir. Pourquoi tu crois que la Torah a été donnée? Pour éviter l'assimilation. Parce que quand tu vois des gens qui réfléchissent en permanence, tu vois, les gens, je ne sais pas si tu as vu ce reportage, les gens de Corée du Nord, du Sud, ils sont partis à Ponovitch, les types. Quoi? Des goïms, ils sont partis à Ponovitch. Ils ont été filmés, les machins, ils disent, ils sont persuadés que les Juifs ont des prix Nobel, des machins, ils sont intelligents, parce qu'ils ont appris la Torah. La Gemara en particulier. Depuis 2000-3000 ans, ils apprennent la Torah, et c'est sûr que c'est la Torah qui est derrière, c'est impossible autrement. Et les types, ils vont à la yeshiva de Ponovitch, ils vont interroger les types, comment ton limoud, comment tu étudies, est-ce que tu as un kiff, machin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent enseigner la Gemara. Chez les goïms. Ils veulent apprendre à étudier la Gemara, les Tosfot, les Gemara, des machins, parce qu'ils savent que derrière, il y a de la pensée. Ils savent que derrière, la réussite mentale, quand ils disent qu'ils ont le cancer, ils n'arrivent pas à trouver des solutions, parce qu'il est pas assez intelligent, le bonhomme. Nous, on veut être intelligent. Nous, on veut construire la bombe atomique. Nous, on veut des machins. Voilà ce qu'on veut, nous. Voilà, t'as compris? Mais si t'as pas d'intelligence, c'est comme un atome. Là, comment tu... Et je te donne un exemple pour t'expliquer que sans intelligence, tu peux rien. Ah, c'est vrai, c'est sûr. La première bracha des Shemona Esrei, c'est laquelle? La bracha que tu dis pour demander à Hachem quelque chose, c'est laquelle? Hein? La première bracha qui est une demande. Les premières brachot, c'est quoi les premières brachot? Hachem, c'est fatal. Mais non, les premières brachot, les trois premières brachot, c'est quoi? C'est Birkat Hashvar. C'est tu dis Hachem, il est Mechaim et Tibachim Rabim, ou bien Magen Avraham, ou bien Elokia Rabim Sozon, tout le monde, Mechalke Chaim Bechesed, Hachem, il est comme ça, tu vois? Ok. Mais c'est de la louange. Pourquoi faire? Parce que si Hachem n'existe pas chez toi, tu peux lui demander quoi? Donc tu dis bien qu'il existe, Mechalke Chaim Bechesed, Mechaim et Tibachim Rabim. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Atakadosh ou Akadosh? Atakadosh. Après, c'est Da'at. La première, c'est Da'at. Pourquoi? Parce que c'est la plus importante. T'as pas de Da'at. T'as pas de Tsecha, t'as pas de Chouva, t'as pas de Bihila, t'as pas de Refoua, t'as pas de Parnassa, t'as rien. Donc il faut demander la Da'at au départ. C'est logique ou pas? C'est la chose la plus importante au monde. Parce que quand t'as du Da'at, t'es libre, t'es un homme libre, tu peux faire ce que tu veux. Moi je vois des types, ils font n'importe quoi de leur vie. Ils disent, ah ça va, un truc. Je dis, mais attends, 2 minutes. Tu crois qu'une fille va se marier avec toi? Tu n'intéresses personne. Tu vas voir ton beau-père, tu dis, qu'est-ce que vous avez? Ben je me débrouille.
Je dis, mais tu crois que tu prends les gens pour les idiots, quoi. Il faut peut-être un jour que tu commences à te rendre compte que les gens ne sont pas forcément des gens comme toi, genre dilettantes. Ah, peut-être que tu commences à réfléchir, tu vois? Tu comprends? Ça veut dire que la pensée, c'est fondamental. Et la pensée démarre par la question. C'est ça que je vous explique, la pensée. Et la question permet d'avoir les émotions. Ça va? Manishanalyser, ça veut dire que, tu vois, comme par exemple, tu vas voir, vous avez compris? Ça c'est le sibour. Maintenant, on voit que quoi? Que Hachem, oui, on voit qu'Hachem, donc Hachem il m'a demandé de réfléchir. Ça va? Vaïrou et Takolot, ils ont vu des sons sur le mont Sinaï. Il y a eu des dibrot, Aseret à dibrot, il a parlé Hachem. Ils n'ont pas vu les dibourim, ils ont vu les sons. Mais c'était trop fort pour eux, non? C'est quoi le chef de voir le son? Hachem, il a parlé. En fait, ils ont entendu. En fait, c'est ils ont vu ce qu'on entend. Razak. Et ils ont, ils ont vu ce qu'on entend. Mais c'est quoi de voir des colottes? Des colottes? Des voix. Des voix. Tu dis, Hachem, il a parlé. Aseret Adibro, ça veut dire quoi, Aseret Adibro? Des dix paroles. Ça veut dire ils ont vu des paroles? Non. Non, ils ont vu des colottes. C'est quoi le col? À la différence du dibour. C'est une question que je te pose. C'est le son. Ce qu'il faut prendre en compte. C'est quoi la différence entre le son et la voix? Et la parole, c'est quoi la différence? Entre le son et la parole, c'est des mots, c'est des lettres. Et c'est quoi le son de la parole? C'est quoi le son de la parole? Eh ben, c'est le. Les échos. C'est les partitions. C'est quoi? Par exemple, il y a un type qui parle. Il t'endort. C'est quoi qui t'endort? Il est monotone, il est très. C'est le son. C'est le son. Tu vois le son? Voilà. T'as compris? Par un type, il est passionné, il est passionnel, il te donne envie d'entendre. Ah bah oui. Il a dit les mêmes mots. Les mêmes mots. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui raconte une blague. Voilà. Soit il la raconte. Quelqu'un qui il ne sait pas la raconter, mais c'est la musique. Voilà. Exactement. Exactement. Ça veut dire que la manière de dire, c'est ça. Ça veut dire que quoi? C'est quoi le son finalement? Peut-être le son de la parole. C'est ce qui cache, c'est ce qui est derrière la parole, les sentiments que cache la parole. Tu entends, Abi Shmuel Balachai? C'est ce qu'ils ont vu, Chaim, quand ils sont sur Mont Sinaï. Il a dit Anochi Hashem Elokecha Shaot Sitira Ben Israël. Tu vois? Non, je te dis à toi, Chaim. Ani Hashem Elokecha. Asher Osetira, mais Israël. Je suis ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte. Tu vois? D'abord, je n'ai pas dit que tu es mon esclave. J'ai pas dit que tu es mon serviteur. J'ai dit je suis ton Dieu. Le tien. C'est quoi le tien? Pas le vôtre. J'ai personnalisé notre rapport. Mais tu sais ce que c'est Hachem? Je sais quoi? Tu sais ce que c'est Hachem? Tu sais ce que c'est Hachem? De mon ciel. Mais il t'a dit à toi. Il t'a dit je suis ton Dieu. Il est venu me voir. Il vient taper à ma porte. Parce que vu que je sais pas moi, le président il vient de taper à ta porte, il dit bonjour monsieur, je me présente Hollande. C'est Kavod ou pas? Mais Hachem il t'a dit je suis ton Dieu. Maintenant tu as vu ce que j'ai dit là? Ça, ce que je te dis là, c'est le col du Libour. Tu as vu, tu ressens des choses maintenant. Mais ça, c'est parce que tu penses. Sinon tu dis, bah, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Bah, comme tu demandes à un enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit je suis ton Dieu. Il a dit la parole, mais ça ne m'intéresse pas la parole. Je veux comprendre le col. Maintenant c'est tellement énorme qu'on a eu tellement peur, on s'est sauvé. Tellement c'était énorme. Ils sont morts, hein? Ils sont morts. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'Hachem il avait pensé dire. Mais ça passe par la pensée. Tu vois? De voir des colottes, ça passe par la question. Ça veut dire quoi un ori? Hachem Elokecha, ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte. Tu vois, toute la Torah que tu as eue, c'est moi. Et moi, je suis ton Dieu. Et pas l'inverse. Pas que tu es mon serviteur. Et le tien à toi et pas à tout le monde. C'est énorme ce qu'il a dit Hachem, vous avez compris? Mais plus tu réfléchis, plus tu te rends compte de la grandeur d'âme derrière. Et alors comment ça fait qu'on minimise après la chose? Par intérêt. Bah, je pense qu'on parce qu'il n'y a pas assez de poids dans la pensée qui va articuler ce qui va contrebalancer un désir. C'est comme ça, tu vois. Je ne sais pas si tu te rends compte. Essaye de voir des choses pareilles. Je sais pas. Plus tu vas te rendre compte de la gadoute d'Hachem, la grandeur d'Hachem. Le Rambam dans les Chot sur la Torah, il dit comment je vais aimer Hachem ou le craindre. Ben, elle va apprendre la science. La bonté d'Hachem. Apprends les sciences. Tu vois la création du monde, tu vois les étoiles, tu vois les machins, tu vois la grandeur de... tu es écrasé dans toute cette grandeur de choses. Ça crée de la ira ou quoi? Ah oui. Et de la hava qu'il avait pour toi. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu réfléchis, plus tu vois, tu dis, tu te nourris. Mais tu te rends compte que les molécules, les protéines, elles t'amènent des trucs. Et tu mets un peu trop de sucre, ça va pas. Tu mets moins de sucre, ça va. Mais tout ce qui est dans la nature, c'est pas trop salé, trop sucré. Non, c'est très bien. Comme par hasard. C'est un truc de fou. Que dans l'infiniment petit existe tout. Mais non, mais tu te rends compte ou pas? Que regarde, tu prends de l'uranium. C'est rien d'uranium. Si tu arrives à casser un uranium, un atome, tu le casses. Et que le neutron, il va casser l'autre neutron en chaîne, ça fait une bombe atomique. Mais ça, c'est ce qu'on sait contrôler, donc on sait contrôler l'uranium. Mais est-ce que dans l'homme, il y a des atomes? Est-ce que dans l'homme, il y a des atomes? Oui. Bah, bien sûr, donc on est atomique. C'est-à-dire qu'on a une puissance de débile mentale là-dedans.
Vous vous rendez compte de la gadoute qu'il y a derrière? C'est fantastique, tu vois. Tu dis comme ça, t'as l'atome il est plein ou il est vide? Oui, Vide. il est plein de quoi? D'un noyau. Mais le noyau, il fait que 10% du vide. Mais la matière, c'est quoi la matière? C'est des atomes. C'est des atomes. Donc 90% de ce que tu vois, c'est vide. Est-ce que tu comprends ça? 90% de ce que tu vois est vide. Là, c'est dur. L'atome compose la matière, l'atome est composé d'un. Tu sais quoi? Il est plein, Rav, il est plein. Voilà. Rassure-toi, c'est vide. Tu te rends compte ou pas? Les électrons sont dans le noyau. Que ce que tu vois, en vérité, ce que tu vois, c'est le reflet du vide. Les électrons, c'est dans l'atome. Tu as compris ou pas? Mais non. Non, ça c'est ce que nous on doit faire. On doit raconter à nos enfants l'image. Par exemple, est-ce qu'on avait le droit? On a perdu avec neutron. Jérôme, est-ce qu'on avait le droit d'écrire la Torah chez BLP? La Torah chez BLP, la Torah orale, on avait le droit d'écrire ou pas? La Torah chez Birtav, écrite, on n'a pas le droit de la dire par cœur. Par exemple, on ne peut pas dire Shokim par cœur, à sourd. On doit les lire. Mais la Torah chez BLP qui était orale, on avait le droit de l'écrire? Dis non. Non. Très bien. On n'a pas le droit de l'écrire. Oui, et maintenant qu'on l'a pas pu faire autrement parce que dit l'Agmara, Rabbi Yochanan, il dit, comme la Torah serait perdue, elle serait perdue à cause des pogroms et tout ça, il a fallu l'écrire. Donc, être la sot l'Hachem et firo Torah Techa. C'était un moment pour Hachem, il fallait renier la Torah. Donc, on a écrit la Torah chez Béalpé, orale. Pourquoi la Torah devait rester orale? C'est une bonne question. Tu as compris? Pourquoi? Parce que, quand on a dû l'écrire dans un texte, moi je pense, hein. On n'apprenait plus par cœur de l'autre côté? Mais non, parce que quand j'ai vu les mots, j'ai compris. T'as vu Rachi? T'as vu les mots? Déjà, tu as enfermé ta pensée dans les mots. Quand tu parles, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Tu peux tout dire. Mais quand tu as vu, tu as dit j'ai vu, il y a marqué Vayomer. Les écrits Non, mais attends, mais tu comprends. Non, quand tu vois, ta pensée, elle s'est concentrée dans ce que tu vois. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que les écrits, ça t'enferme dans une pensée. Voilà. Alors que l'imaginaire, le fait que tu n'as pas de ce visu, ça permet justement d'imaginer. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu vois, objectivement, tu vois pas ce qu'on dit, tu vois pas les trucs. C'est très intéressant de voir qu'il ne faut pas enfermer la personne dans la structure. Par exemple, on n'a pas le droit de faire des objets. Pareil, c'est pareil. Mais quand tu vois le mot, tu dois enfermer ta tête dans le mot. C'est ça qu'il veut pas. Par exemple, voilà, on fait, par exemple, tu étudies l'Agmara. Ça va? Tu étudies Rashi. Tu fais Rashi. L'Agmara dit Passouk, il y a un passage dans l'Agmara, et Rashi il commente. Vous avez compris ce qu'a dit Rashi? Par exemple, je sais pas moi, je prends un Rashi là, Rashi m'explique, voilà, et les Todot noirs, oui, il va ici, il va ramener, Rashi va donner une explication, ça va? Ouais. J'ai compris ce qu'il a dit Rashi ou pas? Oui. J'ai compris. Mais est-ce que j'ai compris, Bémet? Je m'explique. J'ai lu ce qu'il a dit. Attends, mais t'as compris ce qu'il a écrit? J'essaie de comprendre par rapport au Passouk. T'as compris ce qu'il a dit? Oui. Très bien. Mais écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien. T'as juste compris ce qu'il a dit. J'ai compris ce qu'il a dit. Non, Rashi c'est un génie ou pas? Oui. Très bien. Tu crois qu'il n'avait pas plein de questions quand il a lu ce verset? Imagine-toi, tu as fait 150 fois la Torah, 200 fois, 2000 fois la Torah. Donc tu as comparé des trucs, machin. T'as pas des questions? Okay. T'as pas des trucs qui vont... Il y a marqué Marbe Chachma, Marbe Daaga. Non, pas Kavod. Plus tu as de la Chachma, plus tu as des Daagot, des inquiétudes. Parce que ça tourne de partout. Donc quand Rachid t'a dit ça, quand Rachid t'a dit ça, il t'a dit ça pour quoi faire? Pour répondre à un problème qu'il avait lui-même. Oui ou non? Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il a dit ou tu as compris à quoi il répond? Mais pour comprendre à quoi il répond, il fallait avoir la question. Pour répéter la question. Rachi, il vient te dire une explication. Mais Rachi vient te donner l'explication d'un problème. Vous direz oui. Oui. Maintenant, si Rachi vient répondre à un problème, c'est-à-dire que Rachi, il vient répondre à un problème. Donc, si moi j'ai pas de problème, j'aurais compris Rachi. Ça veut dire quoi? C'est que Rachi, ce qu'il nous donnait comme réponse, il y a plus que ça encore comme question et comme réponse? Attends, quand tu parles à des gens, toi tu as de l'expérience. Tu avais des problèmes un jour pour avoir des solutions d'expérience? Bah oui. Donc quand tu dis, mais il faut faire comme ça, mais d'où tu sais? Mais moi je dis, il m'a dit Harris, il m'a dit comme ça, donc je fais comme lui. Mais non, il aurait fallu que tu aies la problématique d'Harris. Pour comprendre pourquoi il t'a dit ça. À quoi ça vient répondre ce qu'il t'a dit? Tu vois? Comme il t'a dit, on va faire un cours. Je dis, vas-y, vous dites, écoute, vas-y. Je dis, d'abord, il parle de quoi? C'est quoi le sujet? Qui c'est ce rave? Quel niveau il a? Quel machin? Si tu n'as pas de questions. Je sais pas, si t'es un professeur, il vient. Un petit professeur Talmud Torah, il va faire un petit cours. Je dis, professeur Talmud Torah, tu vas écouter, tu vas écouter avec une petite oreille. Mais si tu es un grand rave, Rosh Yeshiva de machin, tu vas pas écouter de la même manière. Donc tu dois d'abord savoir qui parle, quel niveau il a d'études, quels sont les sujets, à quoi ça vient répondre, qu'est-ce qu'il va nous traiter. Pour pouvoir mettre une case dans ta tête et mettre l'information dedans, il faut mettre la question. Mais si t'as pas de question, tu vas entendre, ça va se barrer, ça va s'envoler, il restera rien.
Vous comprenez? Il faut absolument qu'on arrive à structurer sa tête, et c'est très important même au niveau de la communication, et au niveau aussi du boulot. Quand tu structures les gens et tout ça, tu dis mais ça fait 10 fois que je le répète, il comprend rien le type quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la question, ça répond à rien ce que tu lui racontes. Tu dis, tu vois, il y a un problème, si tu fais ça, c'est un problème. Ok, bah fais comme ça. Ah ouais, d'accord. Il va pas oublier. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je suis d'accord. Ah ouais, tu m'avais dit ça, j'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'il savait l'appliquer, mais il ne savait pas à quoi ça servait. À quoi ça vient répondre. Donc il faut absolument manishtana au départ. La première chose, c'est quelle est la problématique. En fait, on donne les solutions, mais on n'explique pas. Alors, parce qu'on est pressé. Voilà. Alors qu'en vérité, on devrait dire, tu fais pas ça, vas-y, je te laisse faire. Vas-y, je te laisse faire. Le type va se planter. Il dit, j'ai rien compris, je me suis planté. Maintenant, je vais t'expliquer. T'as eu mal? En vérité, la question, tu entends, Aris? La question, elle devrait déranger. Maintenant qu'elle dérange, alors la solution est quelque chose qui restera en tête. Ça, c'est le CEPO. Ça va, vous avez compris? Ok. Donc Hachem, il voulait pas qu'on monte des images, parce que ça empêche la pensée, mais il voulait qu'on le raconte. Voilà, qu'objectivement, tu as un rapport objectif de comprendre. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, il a procédé comme ça? Hachem, il nous a raconté des histoires? Ou il a fait les plaies d'Égypte? Il a fait les plaies. Et c'est quoi une plaie? Dis-moi, c'est quoi une plaie? C'est pas une chose extraordinaire? C'est pas une image fantastique? Mais c'est pour lui mettre en question, c'est ça? C'est pour le... Moi, il me demande à moi de raconter. Mais lui, il a fait l'inverse. Il a fait il t'a pris des grenouilles, ils sont rentrés partout. Ouais. Il t'a pris des lions, il t'a pris des sauterelles, ils ont tout mangé. Il t'a pris la grêle, tout écrasé. Mais c'est que des images fantastiques. Mais il a fait l'inverse. Pourquoi il a fait l'inverse? On dit pas qu'il le. C'est que des images. Quand tu vois, fantastique, fantastique, fantastique. À la fin, t'es obsédé par l'image. Mais c'est l'inverse, il n'est pas objectif, Hachem, alors, je comprends pas. D'un côté, il te dit à toi, raconte à tes enfants, faut pas laisse-les réfléchir, laisse-les décider. Mais toi, lui, il t'impose des lumières et des machins, des mecs. C'est pas normal. Il dit, tu vas raconter ce que j'ai fait moi. Et que quoi? Mofti, Mishpat, tous les moftis, tous les miracles. C'est pour imaginer la grandeur d'Hachem, que tout ce qu'Hachem a fait pour faire sortir les... Mais objectivement, il aurait pas dû faire ça selon toi. Il aurait dû faire quoi? Laisse-moi choisir. Fais-moi des trucs, des rémazim, des trucs comme ça, des petites allusions. Comment appeler ça? Apourim. Hachem, il s'est montré à Quelle allusion? Il est bête dedans, il peut pas sortir. Il faut bien pas des coups, il faut bien des réactions, il faut bien des choses pour qu'il bouge. Mais il a pas envoyé. Il bougera jamais. Il a tous ses avantages. Toi, tu vis la sortie d'Égypte. Toi, tu vis les Makot Mitzrayim. Donc Hachem, il communique avec toi indirectement. Il dit, pour lui, ça sert à rien, mais je fais pour toi. Oui, il me montre. Très bien. Mais pourquoi de cette manière? Pourquoi dans l'image fantastique, il va me bloquer, et là, je vais t'embêter parce que je suis la grandeur d'Hachem, pour choquer. Mais attends, mais moi, je veux que tu... Attends, écoute-moi bien. Si je te rends religieux par obligation. Mais je te rends religieux par obligation. Ouais. C'est bien? Non. Mais c'est ce qu'il fait Hachem. Il te rend religieux par obligation, puisque maintenant, il va te proposer la Torah. Tu vas l'accepter ou pas? Avec tout ce qu'il t'a fait, franchement. Hein? Oui, je suis obligé d'accepter. Alors, c'est pas libre, je suis désolé. Donc il y a un problème. T'es pas libre? Oui, non, parce que la première fois, ils ont fait le vaudor après derrière. C'est une question. Donc ils étaient libres. C'est une question. Ils n'auraient pas fait le vaudor, sinon. C'est une question, mais t'as pas répondu à la question. D'un côté, je te mets les plaies d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Je te mets Dam, Sarder, Kinim, Arov, Shechim, machin. Tu vois tout ça pendant un an. Entre guillemets, par un an, je te mets à ça un an. Après, tu sors des... Attends, déjà, je t'ai fait les macotes. T'es content? Ouais. Après, c'est carrément sorti d'Égypte. Il y a une chose entre on tape sur l'Égypte et je te sors d'Égypte. T'es content? Ouais. Okay. Tu arrives à la mer Rouge, je te l'ouvre à la mer Rouge. T'es content? Ouais. Tu traverses la mer Rouge et il te court derrière et je les noie les types pour toi. T'es content? Oui. Après, tu passes dans le désert, je te fais tomber de la manne pour toi. T'es content? T'es content? Oui. Après, je te dis, Aris, oui. Je vais te donner à toi. Ah. Tu l'as ou pas? Bah oui. Mais tu as choisi ou tu Non, parce que j'ai été conditionné. Alors, c'est ça d'être libre? C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Oui, mais ça veut dire qu'il justement, parce qu'Hachem nous demande, ne fait pas prends conscience de la grandeur de la chose, ne fait pas par intérêt ou par. T'as le choix. Tu peux dire Hachem, on passe demain, on verra. Non, mais c'est pour leur montrer la grandeur d'Hachem, ça. Je sais pas si on se comprend. Et alors pourquoi Est-ce qu'objectivement, montrer la grandeur d'Hachem, c'est comme ça qu'on fait? Alors pourquoi tu obliges les gens à croire que tu existes? Comment donner envie alors? Si c'est pas je te pose une question, je sais pas. Bah non, mais s'il faut leur donner envie. Eh ben mais pourquoi tu ne montres pas des images de la sortie d'Égypte alors? Pourquoi tu dois raconter? Mais non, machma que quoi? Que c'est différent. Qu'on te demande de ne pas obliger les gens à croire, mais d'arriver à ce qu'ils arrivent à choisir. Donc choisis, t'as compris ou pas? Quand tu dis à tes gosses, il faut qu'un jour il arrive à se remettre en question ou pas? Je t'explique. On a fait un cours une fois ici, on a expliqué. D'être fils de Froum, c'est plus dur que d'être fils de pas Froum. Évidemment. Pourquoi?
Plus dur, pourquoi? Parce que tu fais par habitude et tu fais Parce pas qu'on fait par... des petits parce qu'on impose des choses, parce que Non, voilà. pas pour ça, non, pas pour ça. Parce que tu sais pas pourquoi tu le fais. Tu fais parce qu'on t'a mis dans le bain, on t'a obligé. Quelqu'un qui n'était pas dans la Torah, il a un problème ou pas? Il le sent parce que dans sa vie de non-Torah, il a un problème. Maintenant, quand il rencontre un rave, il rencontre des shurim, un type il respire. Parce que ce discours, il est éclairant pour sa vie à lui. Ça va? Mais un type qui est déjà dans la lumière, depuis qu'il dit, mais la kippa, mais des tzitzit, mais des brachot, il est déjà dans la lumière. C'est dur d'être soi-même dans la lumière. Tu comprends ça ou pas? C'est ça qui est dur. Mais non, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'un enfant il arrive à évoluer là-dedans? Et qu'il n'ait pas un robot de la lumière? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Il faut pas qu'il craque un jour et dire, il y en a marre cette lumière, bidon. Coco. Écoute-moi bien, il faut qu'un jour, qu'un jour, il arrive à se remettre en question un jour. Ça veut dire comme ça. Écoute-moi bien. La meilleure solution, c'est de faire un grand rachat et après on... Attends, écoute. Arrête, Raïm. Peut-être ta solution, c'est la tienne. C'est ta solution, c'est ta C'est la tienne, Tu descends en bas, puis tu te rends compte que t'étais... Peut-être tu vas rester en bas. Non, peut-être t'as raison, je sais pas. Non, on va remonter quoi qu'il arrive. C'est pas sûr, pas sûr. Il y a des gens qui sont descendus, ils sont pas Ils sont forcément. pas remontés. C'est de la drogue, c'est pas pareil. Il y en a plein qui Vous allez dire quoi? Écoute-moi, peut-être la solution. Raïm d'abord. Il y a des bonnes choses, des bonnes nouvelles. C'est du Vitel. Vitel. Fais Jacob. Tiens, serre un s'il te plaît. C'est de l'atome. Écoute-moi bien. C'est vite. Peut-être comme ça, comme ça. Le type qui n'était pas dans la Torah, ouais, il était dans l'ignorance. T'entends, Raïm? Quelqu'un qui est dans la Torah, il était dans l'ignorance. Pas dans la Torah, dans l'ignorance. Maintenant qu'il a vu de la lumière, dans son obscurité à lui, il est attiré par la lumière, donc c'est sûr qu'il va avoir un déclic. Par contre, ceux qui sont déjà dans la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire l'inverse. Que la question, c'est l'obscurité. Quand tu dis à un type, mais pourquoi tu mets tes tefilines? Pourquoi tu mets machin? Tu te sens pas gêné dans la rue de mettre tes tefilines avec ton chapeau et ton truc? On va te dire, ouais, donc c'est un problème, la Torah te dérange alors. Tu le mets dans l'obscurité. Après, le type va s'expliquer à lui-même pourquoi c'est nécessaire. C'est lui qui va mettre la lumière. Toi, tu vas lui apprendre à réfléchir pour que la personne elle-même, elle ait le ressort de mettre la lumière là où c'est obscur. Oui, mais maintenant qu'il sait lui-même, il peut pas se barater parce que c'est lui qui a décidé. Là, il va dire, je le fais volontairement avec plaisir. T'as compris? Et il faut lui apprendre à réfléchir pour qu'un jour, pas qu'il dise, il va dire, si tu sais pas réfléchir, tu vas l'habiller comme un religieux. Il va dire, mais moi, je n'ai pas envie de me sentir différent des gens, ça me dérange, hein? Parce qu'il est dans l'image, donc il dit, mais cette image, elle correspond pas à ça, et je suis gêné. Il va dire, c'est quoi cette Torah, c'est pas bon. Alors pourquoi faut le laisser? Non, il faut que la personne, elle arrive à un enfant, à 14 ans, 12 ans, on peut faire ce qu'on veut. Après, à 15 ans, entre guillemets, on peut plus faire ce qu'on veut. Le gars, il fait ce qu'il veut. J'ai compris, mais c'est toi qui dois au départ lui apprendre à penser pour qu'il arrive à décider pourquoi il doit faire ça. Pourquoi il doit comprendre que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Pourquoi? Mais dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas dans un système où... Il faut mon chéri. Sinon, tu auras des enfants, des robots de la Torah, ou tu auras des enfants, et c'est comme ça. Tu auras des enfants robots, tu auras des enfants machin. Et juste finir robot, ben moi. Mais écoutez-moi bien. Non. Juste de finir, Juste là, je voulais te dire, c'est une sorte d'Hachem. Pourquoi Hachem il fait l'inverse? C'est bizarre, non? Pourquoi Hachem il fait l'inverse? Il met beaucoup d'images derrière. Alors de là, j'ai appris un principe. Écoutez-moi bien. Je suis en train de faire des robots. En vérité, pour que l'homme puisse choisir, il faut lui apprendre à réfléchir. Mais non. Ça, c'est vrai pour éviter le mal. Mais pour le bien, ça vaut le coup de se bourrer la tête dans le bien et d'avoir des images dans le bien. Par exemple, c'est bien que, même si tu bourres ton gosse de choses qui sont bien à faire, oui, quand Hachem il fait des miracles émotionnels pour que te toucher, c'est faux ou c'est vrai ce qu'il te dit? C'est vrai. Ben, c'est pas grave si tu penses juste par de l'émotion. Parce que ce que tu vas faire derrière, avec ce que tu vas exploiter de l'image, tu vas arriver à des degrés comme le plaisir que tu dégages de ce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas de plaisir, oui, alors tu vas rien faire. Mais non, Hachem il va mettre des images très fortes, pas objectives, mais subjectives, carrément subjectives, de te dire qu'il existe. Mais non, dans le Tov, il faut mettre des images. Dans le Ra, il faut enlever l'image. Dans le Tov, quand c'est bien, mets un maximum d'images à l'intérieur pour bourrer le Tov. Pourquoi? Parce que de Malitzarara qui t'émotionne, il va te bouffer la tête. Donc pour arriver à contrecarrer ça, il faut beaucoup d'images de Tov pour arriver à contrecarrer ce qui est mal. Parce que ton intellect, il ne va pas suffire, mon chéri. Pour ça qu'Hachem, il met beaucoup d'images, il t'en envoie des images que tu vas voir même ce qui va se passer chez les grumes et tu vas en tirer des leçons. Jusque-là. Pourquoi faire? Parce que l'image est très forte. Alors exploite l'image pour être un homme bien. Mais par contre,
Pour être un homme mâle, il faut être l'image. Il faut enlever l'image, tu vois. Ou pour réfléchir, apprendre à faire des réflexions, on enlève l'image. Donc encore une fois, vous avez compris, ce que fait Hachem en vérité, ce sont des rôles inversés parce que les deux sont vrais. Tu vas apprendre la Torah, il faut qu'elle soit émotionnelle. Mais plus tu vas mettre de l'émotionnel, plus tu vas ressentir et plus tu vas réactif. Par exemple, je vous ai dit l'autre fois, je vous ai dit, dans la Galette Pessah, on dit, tu sais quoi, si Hachem, il avait donné que la main dans le désert, Daïnou, c'est quoi Daïnou? Daï, largement suffisant, je suis bourré. Et ben il n'a pas seulement donné ça, il a donné aussi il a donné la manne, il a donné la Torah, il s'est dévoilé sur le Mont Sinaï. Mais s'il s'était seulement dévoilé sur le Mont Sinaï, Daïnou, c'est trop déjà, ouais trop. Et ben pas seulement ça, il a aussi donné la Torah. Mais s'il avait donné que la Torah en soi, Daïnou, ça aurait été énorme. Et ben il n'a pas donné seulement ça, il a donné Eretz Israël. Mais s'il avait qu'est-ce qu'il en soit? Daïnou, ça reste largement suffisant. Il a donné aussi Bet Abichar, le Bet Amikdash, etc. Daïnou. Et combien il a donné de choses? Combien il a donné? Daïnou. Combien il a donné? Il a donné 100. 10 choses. 10 choses. Et non, pourquoi la Torah, pourquoi les Khamim n'ont pas dit Hachem il a donné 10 choses? Il a donné la manne, Bet Abichar, machin. Pourquoi on dit? Et si ça, c'est ça. Alors, à la Khad, comme avec Kama, combien on doit être bien? Mais non, pourquoi il a fait ça Hachem? Pourquoi les Khamim ont écrit comme ça la Galette Pessah? Pour nous mettre en Au lieu de dire, il t'a donné 10 choses, il t'a donné même une. Ça aurait suffi, hein? Ah, ben donner l'autre. Et l'autre elle-même, en soi, elle aurait suffi. Eh ben donner encore celle-là. Et chaque fois, tu te rends compte? C'est-à-dire qu'on a donné de l'émotion, on a mis de l'émotion. C'est comme la chanson là, le bâton qui a battu, qui a fait. Non, ça va. Il y a de l'émotion, t'as compris? Ça va cette chanson. On a dit Kalvachomer. On te dit a fortiori que tu dois remercier Hachem. Ça veut dire qu'on a voulu émotionnellement toucher la personne. T'as compris? Encore une fois, c'est des principes de fond qui font qu'on a voulu rendre émotionnel une connaissance. Trop de risques. Par exemple, regarde, Chaim. Il y a marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah qu'on est jugé à Rosh Hashanah devant Hachem. On passe tous qui est des marrons. C'est-à-dire, imagine-toi, tu passes comme des moutons, un après l'autre. Tu passes devant Hachem un après l'autre. Ça va? Ouais. Entre nous, tu crois qu'on passe comme ça, un après l'autre? Ou Hachem, il nous juge en une seconde. Bistrika Achat, m'a dit, en une seconde. Pourquoi les Khamim ont dit, on passe l'un après l'autre? Parce qu'en vérité, ils voulaient créer de l'émotionnel, Khamim. L'image du livre ouvert, l'image qu'on écrit dans un livre, l'image, c'est pourquoi faire? Mais pour que tu te sensibilises. Tu vois? Si on te dit Hachem il te juge, mais tu comprends pas ce que ça veut dire, ça reste de la connaissance, ça reste dans le livre. Mais pour que tu arrives à vivre les choses, alors on t'a parlé un Hachem émotionnel, un langage émotionnel, pour que tu ressentes et que tu réagisses à ce que tu sais et que tu sois réactif à ce que tu penses. Tu vois? C'est ça les émotions. Ça c'est très important qu'on le comprenne. Ouais, que c'est ça aussi par exemple la Galette Pessah, ouais, la Galette Pessah. Oui. Ouais, on te dit tu racontes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges du maror. Tu manges du maror. C'est l'image. Pourquoi? Parce que l'amertume, tu vas voir, c'est amer, tu vas te conditionner à l'amertume. Tu manges des matzot, tu manges des rachets, tu manges pourquoi faire? Pas l'image. Toi-même, tu te rends compte, c'est amer. Pourquoi faire? Parce que tu dois ressentir. Parce que demain, tu vas remercier, mais tu peux pas remercier si tu ressens pas. Tu vois ou pas? On t'a mis dans des conditions émotionnelles fortes pour arriver à construire une émotion. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis souvent que tu dois raconter, mais de mettre de l'émotion dans ton discours pour que ça puisse pénétrer la personne. C'est ce qu'on appelle le da'at. Vidartem, parce que je vous ai pas dit, mais comme ça, je juste finir avec ça. Marqué, tu raconteras à tes enfants et vous saurez que je suis Hachem. Tu raconteras à tes enfants et vous saurez, c'est logique? Hein? Tu raconteras et vous. Quand on raconte, on intègre. Tu raconteras et vous saurez, c'est logique? Tu raconteras et. C'est pas logique. Et ils sauront. Ah, ça, ils sauront que je suis Hachem. Pourquoi marqué vous saurez? Parce que c'est nous Parce qui. qu'il parle de façon générale. Si tu le dis, si tu le parles. Pourquoi? Toi, tu connais ou pas? Toi, tu connais ou pas? Si tu divulgues. Alors, je pose une question, Yohan. Parce que si tu divulgues. Parce qu'il y a la différence entre quand tu sais et quand tu racontes. Tu répètes ce que tu sais. Pourquoi tu sais plus? Parce que je me parle moi-même. Parce que tu racontes. Parce que je me parle à moi-même. Ah, écoutez-moi bien. Il y a une différence dans la Torah entre la chokhma et le da'at. Si tu racontes ce que tu sais, tu t'appelles un chacham. Mais si tu deviens quelqu'un qui est concerné par ce qu'il sait, tu deviens Baal Da'at. Écoutez bien. Quand tu racontes aux autres, écoutez bien. C'est quoi le Da'at? Quand tu dis un enfant n'a pas de Da'at. Il n'a pas de Da'at, un enfant. Pourquoi? Da'at, c'est quoi? C'est la connaissance. On va dire la connaissance. Mais c'est la connaissance qui te rattache à toi. Tu vois, ton cerveau et toi, vous faites un. Ça s'appelle Da'at. Et quand ça ne fait pas un, l'enfant, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, j'ai oublié. Ah, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément capable de pouvoir réaliser ce qu'il sait. Pas forcément. Donc quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est quelqu'un qui n'a pas intégré. Voilà. Donc on te dit, Veidartem ki ani Hachem. Ce qu'Hachem il veut, c'est que tu l'intègres et que tu réagisses à ce que tu sais. Et bien pour ça peut-être, il faut qu'un jour, pour parler à l'enfant qui est en toi, il faut que tu saches parler à un enfant. C'est peut-être pour ça qu'on a des enfants.
une des raisons pour laquelle tu te maries et avoir des enfants, c'est peut-être pour ça. Une des raisons pour laquelle tu te maries, c'est pour avoir des enfants, c'est-à-dire que tu saches parler à l'enfant qui est en toi à travers tes enfants. On a des enfants, c'est vrai, c'est une bonne chose. C'est vrai, c'est ça. Parce que quand on a des enfants, c'est vrai qu'on se dit on donne la naissance, on leur fait des trucs et après ensuite ils partent. Mais en fait, c'est aussi pour te faire grandir toi-même. Oui, pour rendre adulte l'enfant qui est en toi. Tu t'éduques tout Parce que quand tu dis, mes enfants, arrêtez de faire ça, tu peux pas faire le contraire. Tu dis, mais arrêtez de faire des bêtises, non, il faut tuer la Torah, tu peux faire le contraire. Donc tu deviens adulte par les autres. Il faut travailler, il faut être. Razak ou Baruch, vous avez compris? Qu'est-ce que c'est clarinette? Baruch, Chaîne. Bravo.